L'entreprise BFM avec Les Échos, l'émission business qui donne envie d'entreprendre. Philippe Bloch, Arnaud Legal sur BFM Business. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes déjà dans la 388e édition. J'aime bien le rappeler, ça me fait du bien avec Arnaud Legal. Bonjour Arnaud. Bonjour Philippe. Ça fait quand même plusieurs années. Oui, ça fait plusieurs années. And counting, comme disent les Américains. Et on s'approche de la 400e. Oui, et on va la fêter dignement. Dignement. Et on va commencer par fêter un entrepreneur, célébrer un nouvel entrepreneur cette semaine avec au programme de notre émission notre grand témoin Jean-Philippe Bosnet, le fondateur de Paritel, que vous nous présenterez Arnaud dans quelques instants. On découvrira ensuite bien sûr une niaque, la niaque de la semaine, incarnée aujourd'hui par Lionel Roux, le cofondateur de Winnie. On retrouvera Evelyne Pletnik-Cohen, présidente de Booster Academy et ses bons conseils de commercial. Et puis en fin d'émission, Jean-Yves Cook, le fondateur de Cook, qu'on a vu partout depuis que Oprah Winfrey a décidé que son produit la star était un produit d'enfer. Allez Arnaud, on présente Jean-Philippe Bosnet, le fondateur de Paritel, notre invité cette semaine. Alors nous accueillons ce matin l'un de ces entrepreneurs qui ont été parmi les pionniers quand il s'est agi de secouer le marché des télécoms. Et pourtant, rien a priori ne le prédestinait à nous vendre de la ligne du gigaoctet et maintenant du cloud. Rien sinon l'énergie d'un self-made man revendiqué. Un autodidacte, puisque c'est à 16 ans que, comme le précise sa biographie officielle, il quitte l'école de la République pour se lancer dans le monde du travail. Un commercial né aussi qui a commencé dans l'immobilier, puis est devenu à aborder les télécoms comme ingénieur commercial dans un premier temps, et finalement un entrepreneur grâce à son sens du client et grâce à l'idée aussi que rien n'est impossible, même prendre l'opérateur historique à rebrousse-poil si on a effectivement l'énergie d'un entrepreneur. Le client clé, ce fut un ami, lui-même entrepreneur, néo-entrepreneur et qui voulait ouvrir une ligne et qui ramait pour obtenir ce qu'il lui fallait. Rien d'impossible, c'est l'idée qui a tout de suite germé dans la tête de Jean-Philippe Bosnet, que si quelqu'un avait l'énergie de sortir des cadres habituels pour concocter des offres spécifiques pour les TPE, PME et les indépendants en général, eh ben, il y avait sans doute un marché et même un beau marché. Ce marché aujourd'hui pour Paritel, il représente un chiffre d'affaires de 83 millions d'euros l'an passé, 42 agences du groupe réparties dans toute la France, plusieurs centaines de collaborateurs. Et dans cet univers dominé par les majors, il a su rester indépendant tout en étant incontournable. Il va nous expliquer les offres que cela suppose et puis surtout ce sens du rapport avec le client d'une part, avec ses équipes d'autre part, dont vous allez voir que c'est ce qui l'obsède au fond. Merci Arnaud. Bonjour Jean-Philippe Bosnet. Bonjour Philippe Bloch, bonjour Arnaud Legal, bonjour chers auditeurs. Je peux pas m'empêcher de demander pourquoi vous avez quitté l'école à 16 ans. Alors, je pense qu'on va pas avoir assez de temps, mais enfin. Alors on va la faire light. Faites-moi la version light. Alors la version light, effectivement, je ne sais pas si l'école était fait pour moi ou si j'étais fait pour l'école. Cela étant, des concours de circonstances ont fait que très rapidement je me suis rendu compte que la vie active m'aspirait. Ouais, mais il y avait quoi ? Voilà. Il y avait une proposition d'emploi ou bien vous dites allez, je m'en vais et puis on verra bien. Non. Je pense que la vie n'est pas aussi à 16 ans. On se projette pas autant que ça. Heureusement. On a encore des rêves. On a encore des rêves. On a surtout des rêves. Même si on regarde après. Exactement. Et c'est important de les garder. Je pense. Que oui. Donc voilà. Du coup, vous quittez l'école et vous vous lancez dans différents métiers, dont l'immobilier. Mais alors, à quel moment ce sens du client et du commercial qu'évoquait Arnaud vous fait de vous un entrepreneur ? Alors tout d'abord, je tiens à dire que j'ai fait plein de petits métiers qui sont tout à fait formateurs, qui sont proches, je dirais, de l'ensemble des clients potentiels qu'on peut être amené à rencontrer et que j'ai pu rencontrer, bien évidemment, moi ou mes équipes. Et puis assez rapidement, j'étais attiré par l'immobilier. Voilà, dans les années 80, ça a été un peu le boom de l'immobilier en France, devenir propriétaire. Oui. Et puis je pense que très certainement, comme beaucoup, j'ai rencontré un patron qui a décidé de faire de moi quelqu'un qui se lève le matin, qui travaille, et puis de donner du goût à ce que l'on peut faire, et que un emploi ne soit pas forcément une souffrance, mais bien au contraire, éventuellement de le prendre comme quelque chose de positif. Combien d'années vous faites ce métier de l'immobilier ? 5-6 ans. Et après ? Alors, un concours de circonstances fait que un de mes amis cherche à avoir une installation téléphonique. C'est ça l'affaire. L'affaire que racontait Arnaud. Il arrive pas. Qu'est-ce qu'il veut à ce moment-là ? On est en quelle année ? Et faut qu'on se remette un peu sur le marché de l'époque. Oui, tout à fait. Je pense qu'il faut se remettre à l'époque où les télécoms en France sont régis par les PTT, avec un ministre. Le dernier, Paul Quies, formidable, qui a fait un très bon boulot. Donc là, ça ne nous rajeunit pas, là. Voilà, ça ne nous rajeunit pas, non, tout à fait. On est en quelle année, alors, quand cet ami? Alors, on est dans les années 87-88. D'accord. Et, évidemment, j'accompagne mon ami, dans une Actel, et puis, une quoi?
Une Actel, c'est un bureau France Télécom aujourd'hui. Ah, on connaît celui-là. Non, ça on connaît pas. On connaît pas. Il faut avoir vécu cette époque-là. Voilà. Le jargon de Paritel. Une Actel. Une petite Actel. Voilà, de France Télécom. Enfin, à l'époque, les PTT. Oui, d'accord. Et, je crois que le hack, ça devait être pour agence commerciale. Voilà. voilà, tout à fait. Tout à fait. Mais il faisait un bon boulot, hein. Bon, enfin, cela étant, petit chef d'entreprise, il est, effectivement, nous sommes, dans une salle d'attente et entre, permettez-moi cet abus de langage, Madame Michu qui vient changer son S63 pour avoir un petit écouteur, et puis Monsieur Durand qui, je l'imagine, lui a un problème avec sa note de téléphone. Donc en fait, très rapidement, je me rends compte que les TPE et les PME ou les artisans sont traités avec le retail, ce qu'on appelle le retail aujourd'hui, le grand public, et pourquoi pas à l'époque, et qu'il a les plus grandes difficultés pour à l'époque, bien évidemment, se faire comprendre de ses attentes. Et vous êtes agent immobilier à l'époque. Et moi, à l'époque, je suis agent immobilier. Alors voilà. qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Ce qui me passe dans ma tête, c'est qu'assez rapidement, je me pose cette question et je me renseigne. Je me dis, mais alors quand on est un petit entrepreneur, comment ça se passe? Oui, à l'époque, il n'y a pas de délibéralisation des télécoms. Non, pas du tout. Alors vous dites quoi? Mais qu'est-ce qu'on peut négocier, justement? On peut pas négocier grand-chose. Mais par contre, reconnaissons et rendons à César. Un entrepreneur, c'est un fêlé. Mais rendons quand même à César ce qui appartient à César, c'est que à l'époque, les télécoms, donc régis par l'opérateur historique, les PTT faisaient très très bien son travail. Bien sûr. Voilà, c'est un métier quand même d'apporter aussi aux petites entreprises qui pouvaient être dans le monde rural, d'apporter, je dirais, les services qu'elle était en droit d'attendre. Mais effectivement, elle n'était pas encore prête à cette ouverture qu'on a pu connaître et qu'on a vécu tous ensemble. Cette ouverture qui allait bouleverser le marché. Enfin, on est encore loin de la libéralisation. Alors qu'est-ce qui se passe dans la tête de Jean-Philippe Bosnet à l'époque? Comment s'y prend-il et comment démarre Paritel? Et comment il réussit à gagner sa vie alors que, comme vous le disiez, il n'y a pas grand-chose à négocier? Et en vendant quoi qu'il achète à qui pour revendre à qui? Beaucoup de questions d'un coup. Allez, exactement. Alors assez rapidement, de la distribution. C'était effectivement le seul lot qui nous était réservé, la distribution de matériel, de PABX et d'autocommutateurs. PABX des standards. Voilà, les standards téléphoniques. Pardonnez-moi de cet abus de langage. Non, mais on fait un voyage dans l'espace là qui est formidable. Voilà. En gros, vous proposiez à l'opérateur historique de lui fournir de la force commerciale. Voilà. En gros, en tout cas, de l'intermédiation. Voilà. Une alternative à l'opérateur historique. Voilà. Donc vous laissez des choses que vous revendez à des PME. Tout à fait, à des TPE. Il y a deux actes. C'est d'une part de choisir un industriel qui a S-qualité pour proposer des produits d'une part connus, référencés et fiables. Ça, c'est important. Et puis, deuxièmement, de choisir un segment. Segment qui n'était absolument pas adressé. On le verra plus tard, ça a été le cas, bien évidemment, mais à l'époque, c'était absolument pas le cas, c'est-à-dire les toutes petites entreprises, les commerçants et les professions libérales. Alors, faut qu'on accélère parce qu'on n'arrivera jamais à 2013 avec ça, avec cette histoire. Il s'est passé beaucoup de choses depuis. Les grandes étapes. Les grandes étapes, effectivement, c'est la rencontre de Paritel avec Siemens en 1995. Ouais. Donc là, c'est de choisir, alors que nous sommes une toute petite entreprise, une quinzaine de personnes, c'est de choisir un industriel, d'aller voir cet industriel, de le conforter dans l'idée que nous avons une ambition, c'est de devenir un distributeur à l'époque incontournable et un acteur incontournable sur le marché. Acté prix, pari et prix, Siemens rentre dans notre capital à hauteur de 34% et nous légitime effectivement. Et là, une grande aventure que nous avions proposée à Siemens et à l'ensemble des collaborateurs, parce que ce qui est important, c'est évidemment l'aventure que j'ai souhaité proposer à l'ensemble des collaborateurs, et qui s'est déroulée. Et on se retrouve très très rapidement ensuite en 2000. Ouais. Et 98, la déréglementation des télécoms, et là un virage très important. De 95 à 2000, vous vendez notamment des appareils Siemens, j'imagine, vous distribuez du Siemens, avec vos équipes commerciales, sur la cible TPE, PME. Voilà. Parce que c'était une cible que vous connaissiez, et que vous leur évitiez la courbe d'apprentissage, on va faire ça comme ça. Et 2000, libéralisation, et là, nouvelle étape. À la nouvelle étape, c'est-à-dire 98 plus précisément, la déréglementation du territoire français de l'Hexagone demandée par la Belgique et la capacité à une petite entreprise comme la nôtre de devenir un opérateur télécom. En 2000, vous posiez quoi en poids? On pèse 8 millions d'euros. Et combien de personnes? Et 70 personnes. D'accord. Et là, vous sentez qu'il y a une vraie opportunité, et quel marché s'ouvre à vous à ce moment-là?
Alors là, il y a une véritable opportunité, c'est de carrément qualifier et de proposer à l'ensemble de nos collaborateurs de ne plus être un distributeur de produits, mais d'apporter effectivement le service qui accompagne le produit et qui légitime le produit. C'est-à-dire que sans le produit, évidemment, il n'y a pas de service, mais sans service, il n'y a pas de produit non plus. C'est-à-dire, vous leur proposez quoi? Vous proposez justement à ces TPE, à ces indépendants de leur proposer quelque chose à la carte, c'est-à-dire ils vous définissent un cahier des charges spécifique et vous, justement, en jouant sur les nouvelles possibilités offertes par la déréglementation, vous pouvez leur apporter la réponse qu'il leur faut? Tout à fait. Sans faire de cosmétique, c'est d'apporter à un petit ce qui se fait légitimement pour un gros. Mais au-delà, évidemment, d'une offre bundleisée, c'est un pricing, c'est-à-dire la capacité de décliner un prix qui soit et qui accompagne l'entreprise dans ses télécoms. On est encore loin à l'époque de l'arrivée de Free qui casse tout, notamment avec sa box, avec des communications qui deviennent quasiment gratuites, avec la voix sur Internet, etc. À quel moment ça commence à vous impacter, cette révolution technologique pour le coup? La révolution technologique ou la révolution financière? Les deux. Alors, la révolution technologique, je pense que Free n'a pas fait une très grande révolution technologique. Sa box a été connue, il a été le premier. Ça, c'est le plus important. Là où il a été assez révolutionnaire, c'est qu'il a choisi de proposer pour le grand public, parce que, oui, pour rappeler que Free ne travaille que pour le retail, c'est le grand public, c'est qu'il a adapté une offre qui n'était jusque-là absolument pas en place. Une offre de prix. Elle n'a pas impacté le métier professionnel. Non, elle a impacté une chaîne de valeur. Pour moi, elle a impacté une chaîne de valeur, mais Free a été le premier, certes, donc on le reconnaît, mais cela étant, Orange Business Service, Paritel et d'autres. Vous faites le même métier qu'Orange Business Service aujourd'hui? Toutes choses restant égales par ailleurs. En termes de taille, j'imagine, oui, mais en termes de taille et de j'ai beaucoup de respect pour et de mondialisation. On va poursuivre la belle aventure de Paritel, démarrée il y a de très nombreuses années et qui aujourd'hui effectivement est un acteur reconnu du marché des télécoms. Restez avec nous sur BFM Business, on se retrouve dans un instant. L'entreprise BFM avec Les Échos, l'émission business qui donne envie d'entreprendre. Philippe Bloch, Arnaud Legal sur BFM Business. On se retrouve autour de notre invité Jean-Philippe Bosnet, le fondateur de Paritel, pour mieux comprendre ce qui s'est passé à partir des années 2000, Jean-Philippe, lorsque après le deal avec Siemens explose donc la déréglementation. J'évoquais également la technologie qui va changer pas mal de choses avec j'évoquais la voix sur IP, et puis il y a aussi le cloud computing dont Arnaud rappelait que c'était un de vos business aujourd'hui. Alors si on fait une espèce de raccourci de l'histoire, aujourd'hui, le groupe, il est sur tous ses métiers. Il est un opérateur important face à des géants. Que pèse-t-il? Où en est-il? Où va-t-il, ce groupe, aujourd'hui? Alors, comme l'a rappelé tout à l'heure Arnaud Legal, cette année, nous allons clôturer à près de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est 685 personnes qui travaillent dans le groupe. En France? En France, une agence en Belgique aussi, 17 personnes en Belgique, 685 dans sa totalité. C'est 40 agences, parce que c'est avant tout un maillage aussi, somme toute, intelligent sur le territoire français. Une agence, c'est physique, on vient chez vous? On vient chez nous, on peut venir chez nous, tout à fait. Et, rappelons que mon souhait a toujours été au-delà de l'humain au centre de l'entreprise et le client au centre de nos préoccupations. C'est aussi la proximité, c'est-à-dire que délivrer un produit et un service, ça doit sous-entendre qu'on doit pouvoir l'assister et lui apporter son support en moins d'une heure. Donc parce que les pépins, c'est quoi? C'est quel type de pépins ou de besoins? Les pépins sont vraiment divers et variés. Ouais. Mais on peut avoir un poste qui malheureusement arrive, qui connaît une défaillance, un poste téléphonique, voilà, tout bêtement. Parce que vous continuez à installer à la fois du matériel et à vendre du service au sens des communications, c'est ça? Tout à fait. Alors, les communications pèsent quoi aujourd'hui par rapport au cloud? Parce que le cloud, c'est donc du data en général. Oui. Quelle est la répartition du business en ce moment entre les deux? Aujourd'hui, le cloud, c'est un produit que nous lançons il y a une quinzaine de jours. Ah oui. Voilà, l'OptiConnect Pro. L'OptiConnect Cloud Pro Paritel et l'OptiConnect Pro Absolu de Paritel, qui est en fait une gamme assez large d'offres auprès de notre public et plus particulièrement de nos clients. Toujours TPE PME. Toujours TPE PME. Ça n'a pas changé, ça. Voilà, artisans et professions libérales. Arnaud, je crois que vous avez un partenariat autour de cette offre avec IBM. Qu'est-ce que vous apportez justement à ces majors? Parce que c'est une des clés de votre pérennité également, c'est que vous avez réussi à trouver un positionnement où, alors qu'il y a des acteurs d'un poids considérable, vous leur apportez un petit supplément qui leur permet de s'adresser justement à cette clientèle qui sinon serait pas forcément sur leur radar. Racontez-nous le deal avec IBM peut-être. Alors, le deal avec IBM, effectivement, c'est d'allier les compétences. C'est, pour moi, j'ai un leitmotiv, me semble-t-il, intéressant, qui est de dire, enrichissons-nous de nos différences.
Bon, je vais pas vous parler d'IBM, vous le connaissez. Paritel, on en parle ce matin. Une entreprise qui s'adresse aux TPE-PME, qui a une souplesse, qui a une capacité à connaître son terrain. Et le produit smartphone social business, d'IBM est au départ consacré à la multinationale, à des grands comptes, donc très pointu, à une capacité de décliner du service, je dirais un service le plus large possible. Eh bien, nous l'avons rêvé, et pour nos clients, c'était d'apporter ce qui se fait au gros pour les tout petits. Voilà. Alors effectivement, on nous a posé la question assez récemment, sommes-nous le bras armé ? Je ne sais pas si nous sommes le bras armé. L'essentiel, c'est que nos toutes petites entreprises bénéficient de ce qui se fait pour les plus gros et à un prix totalement raisonnable. J'allais vous demander, Jean-Philippe Bosnet, votre positionnement. Est-ce qu'on vient chercher chez vous du prix plus bas que chez les gros opérateurs historiques ou les mastodontes qu'on évoque ? Est-ce qu'on vient chercher une compétence que ces groupes n'arrivent pas à avoir ? Et je m'étonne qu'après toutes ces années, ces grands opérateurs qu'on évoque ne se soient pas eux aussi aperçus de l'immensité de ce marché de la TPME-PME et ne l'aient pas attaqué. Vous y êtes unique sur ce marché ou bien vous êtes aujourd'hui très concurrencé par ces opérateurs ? Non, je pense que l'ensemble des opérateurs ont une prise de réflexion et de départ. C'est bien évidemment de traiter les TPE, les PME, c'est-à-dire ce marché-là, d'une façon différente que ce qu'ils ont l'habitude de faire. Ils sont structurés pour ça aujourd'hui ? Oui. Mais rapidement, ils reviennent de façon pavlovienne sans résistance de leur part, sur cette réaction de les traiter comme le grand public. Ce qui va démarcher, qui va nous différencier sur le marché, c'est cette proximité. C'est-à-dire la capacité d'aller rencontrer l'ensemble de nos clients. Sur plus de 30, physiquement notamment. Sur 34 000 clients que nous possédons, que nous avons eu ces 20 dernières années, eh bien, aucun de ces clients n'est pas parti vers un autre opérateur ? Alors si, bien évidemment, ça a marché assez fluctuant. Mais aucun de ces clients n'a contracté un contrat avec nous sans rencontrer un commercial. D'accord. C'est ça qui est important. C'est pas le prix votre truc. C'est pas le prix bas. Vous n'êtes pas moins cher. Non, je pense qu'être le moins disant, c'est pas notre rôle. Ouais. On est dans l'entreprise, en fin de compte. On est plus dans le sur-mesure. Et voilà. Je pense que il est important que des entreprises comme la nôtre, comme toutes les entreprises et comme celles de nos clients d'ailleurs, qu'elles aient de la marge pour pouvoir vivre et survivre. D'accord ? Et pour pouvoir être créatives. Comment on reste technologiquement up-to-date avec tout ce qui se passe en ce moment ? Vous avez de la R&D, il y a beaucoup de R&D dans votre métier ? Alors effectivement, d'abord il y a beaucoup de R&D, oui, il y a de l'humain. Il y a de l'humain et c'est important parce que la R&D elle est faite par la créativité de nos collaborateurs. Moi je suis épaté depuis 23 ans de cette capacité, de cette perfectibilité, c'est-à-dire que même quand on sort déjà un produit, on commence déjà à réfléchir comment on peut l'améliorer ce produit et comment on peut le décliner, comment on peut le pricer. Et comment on peut sortir aussi notre futur produit qui va venir compléter la gamme. Arnaud ? Comment est-ce qu'on attire et comment est-ce qu'on fidélise les talents pour justement créer ce genre de packaging, pour imaginer ce genre de solutions, alors qu'ils sont courtisés effectivement par tout un tas d'acteurs, dont un certain nombre de gros acteurs qui peuvent mettre des packages qui seront jamais à la portée d'une PME, si brillante soit-elle. Comment est-ce que, encore une fois, on cultive ce lien avec les gens qui font justement l'efficacité, la réactivité, l'agilité d'une entreprise comme la vôtre ? Alors ça, c'est l'idée de départ, et je constate qu'elle existe toujours chez nous. C'est sans tomber dans le paternalisme d'être une entreprise à taille humaine. Et ça, c'est important. Ça veut dire quoi concrètement, Jean-Philippe Bosnet ? Concrètement, je pense qu'il n'y a pas un collaborateur qui est rentré dans l'entreprise à qui on n'a pas demandé quel était son projet. C'est le projet personnel dans un projet collectif. Vous les connaissez tous encore ? Non, on peut pas connaître à 600 personnes, 700 personnes. Ça devient compliqué. Voilà, non, là ça va être du signifié de chacun, ce que veut dire connaître. Ouais. D'accord. Vous les recrutez plus personnellement chacun ? Non. On a beaucoup de talent pour ça. Ouais. Et je pense pas être l'homme de la situation pour recruter d'une part. Je l'ai fait, j'ai à peu près tout fait chez Paritel. Ouais. Et j'ai pas été le seul. Mais je pense que pour répondre à la question d'Arnaud tout à l'heure, c'est vraiment une relation humaine. C'est de mettre l'homme avec un grand H au centre de l'activité. C'est de ne pas prendre les mots pour des idées. C'est-à-dire que ce soit le quotidien de chacun. C'est-à-dire que chacun puisse s'inscrire dans son aventure personnelle et que cette aventure personnelle s'inscrive dans l'aventure, c'est-à-dire savoir leur présenter quelle est l'aventure de Paritel avec ses différentes étapes. On a parlé des étapes technologiques. Mais moi, je pense qu'il est important de reconnaître et de laisser les victoires à l'ensemble des équipes de Paritel qui les ont réalisé. Alors on se plaît évidemment parce qu'on se rencontre. Alors bien évidemment aujourd'hui vous l'avez dit, un collaborateur peut être amené peut-être plus facilement qu'il y a 20-25 ans à bouger, à changer, à évoluer, à revenir
On a de très très belles histoires, bien évidemment, avec des collaborateurs qui nous sont revenus pour continuer l'histoire. Et je pense que même pour certains, cette coupure était nécessaire. Jean-Philippe aussi, vous êtes resté indépendant. Est-ce que c'était parce que vous ne vouliez pas vous diluer, ou bien que vous n'aviez pas forcément d'ambition européenne ou au-delà de nos frontières? Pourquoi cette volonté d'indépendance et pourquoi ne pas être allé en dehors de France? Tout d'abord, puisque l'idée de départ était de servir les TPE et les PME, l'indépendance, elle a été un choix personnel, on peut l'imaginer, mais aussi un choix collectif, c'est-à-dire pouvoir dire ce que nous allons faire et faire ce que nous avons dit. Dans cette indépendance, il y a effectivement prendre la vitesse de croissance. Mais il faut de l'argent pour ça, non, ça coûte de l'argent la croissance. On a un actionnaire Siemens, c'est toujours là ? Je représente, non, Siemens c'est sorti en 2003, notre capital. Aujourd'hui, le capital est détenu par la famille, et donc un actionnaire qui n'a jamais distribué plus de 20% du résultat de l'entreprise. Ce qui veut dire qu'on réinvestit 80% dans l'entreprise et dans les projets de l'entreprise et dans les projets des collaborateurs. Alors justement, quels sont-ils? Il nous reste à peine 2 minutes. Quels sont-ils ces projets? Est-ce qu'ils sont uniquement franco-français ou est-ce que vous risquez un moment de sortir de nos frontières? Alors on est déjà présent en Belgique, mais pour l'instant je pense qu'il y a encore un maillage à renforcer sur l'Hexagone. Croissance externe? Croissance externe, non. Typiquement, nous on est croissance interne, organique. Et alors les projets? Les projets, bien évidemment, c'est l'OptiConnect Cloud Pro et l'OptiConnect Pro de Absolu de Paritel. C'est de conquérir encore, je dirais, une bonne partie de nos clients. On est dans une strate de 800 000 entreprises et on a 34 000 entreprises. L'objectif, c'est notamment d'équiper en cloud vos clients existants, j'imagine. C'est votre priorité. Alors, ça peut peser à terme un gros pourcentage de votre business, le cloud? Écoute, l'objectif qu'on se fixe à 3 ans, c'est 50 000 clients qui auront répondu présent à cette offre. Aujourd'hui, on a 400 000 positions de travail. Donc 50 000, ça couvrira quand même au-delà des 400 000 positions de travail. On sera à 450 ou 500 000 positions de travail. Donc ce sont les objectifs, mais surtout de décliner toujours un service de qualité. Vous auriez construit la même entreprise si vous avez fait des études? Alors je vais vous dire. Dernière question. Ouais, dernière question. Moi, je m'oppose pas. Moi, belle peut-être. Non, pas du tout, pas du tout. Je peux vous assurer que si tant est que on puisse me reconnaître un talent, c'est de m'entourer de gens qui ont fait des études et beaucoup d'études. C'est pas forcément et qui ont une expertise. Une obligation, hein. Mais je ne sais pas si je ne peux pas parler. Elle aurait pas été la même, je pense. Alors, elle certainement été si vous avez fait votre expérience initiale de vendeur, de tous ces jobs que vous exprimiez au début de notre entretien. Ouais, non, mais oui. En tout cas, celle que j'ai vécue m'a comblé, hein, et elle me ravit tous les matins. Ah oui. Moi, je me lève tous les matins. Pour des années de bonheur? Ah, des années de bonheur, vraiment. Génial. Eh bien, écoutez, vous restez avec nous, Jean-Philippe Bosnet. Merci de nous accompagner. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Paritel. On marque une pause, on écoute des infos. Et on retrouve après la pause la niaque de la semaine, Lionel Roux, le cofondateur de Winnie, et Evelyne Platnik-Cohen, présidente de Booster Academy. Restez avec nous sur BFM Business, à tout de suite. L'entreprise BFM avec Les Échos, l'émission business qui donne envie d'entreprendre. Philippe Bloch, Arnaud Legal sur BFM Business. Bienvenue dans la deuxième demi-heure de notre émission que vous pouvez bien sûr réécouter à tout moment grâce au podcast du site bfmbusiness.com. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Philippe Bosnet, le fondateur de Paritel, et on va accueillir avec lui et Arnaud une niaque, la niaque de la semaine, Lionel Roux, le cofondateur de Winnie. Bonjour Lionel. Bonjour. Winnie, Winnie, pardonnez-moi. W-I-M-I. De quoi s'agit-il? Alors, il s'agit en fait de la première solution cloud qui propose en fait toutes les fonctionnalités essentielles du travail en équipe et avec ses clients. Alors, on a un pro du cloud en face de vous avec Paritel qui démarre dans le cloud, remarquez. Il va vite devenir pro du web. Alors, en quoi cela consiste-t-il? Quelles sont les caractéristiques de cette offre? Alors, c'est-à-dire qu'on a regroupé sous une plateforme unique tous les services essentiels. J'entends par là la synchronisation de documents, comme Dropbox, mais en mieux parce qu'on a une gestion des droits. Et puis tout ce dont on a besoin pour le travail en équipe, c'est-à-dire des tâches partagées, un agenda partagé, un module de communication, du chat, du partage d'écran, etc., avec tout ça une gestion des droits unique. Quelle est la cible? C'est la cible, ça va de l'auto-entrepreneur jusqu'à la société de 200 personnes. Vous venez d'où vous-même? Vous venez de ce métier? Alors pas du tout. Moi j'étais entrepreneur. J'ai travaillé au Japon, aux États-Unis où j'ai créé ma première société dans le domaine des carburants de compétition. Donc rien à voir avec l'IT. Oui. Ce qui donne aussi un recul par rapport aux besoins métiers auxquels on répond
le fait de pas être dans l'IT. Mais justement, c'est très technologique quand même. Alors vous portez un regard neuf. Ok, ça c'est un atout. Après ça, il faut quand même savoir comment on construit cette œuvre, comment on la produit, comment. Alors, il se trouve qu'en fait, j'ai fait 5 ans de conseil en stratégie et au sein du cabinet dont je faisais partie, j'ai été confronté au problème de travail collaboratif, au travail avec ses clients. On s'est pris la tête pour savoir où se trouvaient les dernières versions des documents, qui faisait quoi, etc. Donc en fait, c'est ce métier-là qu'on traite vraiment bien. Je laisse bien sûr Jean-Philippe Bosnet à tout moment vous poser des questions parce que je pense qu'il a 1000 questions à vous poser. Pour autant, vous parlez de Dropbox qui est un outil efficace, mais Dropbox c'est peut-être plus un outil personnel qu'un outil de collectif, c'est ça l'idée ? Exactement. D'ailleurs, la notion de propriété, vous avez votre Dropbox. Oui. Nous avons un service équivalent qui s'appelle Wimi Disk et qui est, pour le coup, en fait, la propriété des documents est attachée à la société et non pas à l'utilisateur. D'où l'histoire des droits, la gestion des droits que vous évoquiez. Exactement. Arnaud ? Je crois que vous avez réussi à apparaître sur le radar du Bifrance, qui vous a amené dans cette valise faire un petit tour auprès de clients potentiels ou partenaires chinois. Racontez un peu, parce que ça arrive pas tous les jours quand même dans la vie d'une start-up. Ah oui, je suis très fier que Wimi ait été sélectionné à 2 French Tech Tours cette année. On est la seule société à avoir participé au French Tech Tour US et au French Tech Tour China. J'ai oublié celui-ci, j'étais resté sur la Chine. Donc on a rencontré aux US des acteurs avec qui on est en discussion active aujourd'hui, comme Google, AT&T, Intuit. Pour faire quoi avec eux par exemple ? Alors des partenariats de distribution principalement. Eux vont distribuer votre produit ? C'est le cas de AT&T, de Sprint. Ouais. Attendez, je suis fasciné. Qu'est-ce que vous offrez ? Alors, on va accueillir dans un instant notre ami de Cook, Jean-Yves Webb, qui vient d'être aux États-Unis, ovationné et choisi par il est déjà en train de s'exciter dans la régie là. Je le vois. Et Oprah Winfrey. Alors, qu'est-ce qu'ils nous trouvent à tous ces Frenchies maintenant, les Américains ? Qu'est-ce que vous apportez aux Américains qu'ils ne savent pas faire ? Je pense que déjà il y a beaucoup de Français dans la Silicon Valley. Bien sûr, oui. Et ce qu'on leur accorde volontiers, c'est de la créativité. Oui. Après, ce qui est vrai aussi, c'est qu'il y a une vraie guerre dans la Silicon Valley aujourd'hui sur les ressources. Il y a très peu en fait de développeurs disponibles. Oui. Et du coup, des gens qui arrivent de la France avec des très belles solutions innovantes, créatives. Ce sont vos développeurs du coup qui sont la force en fait de l'entreprise d'aujourd'hui et qui ont une offre que... C'est pas que ça, mais disons qu'en France on a quand même des ingénieurs de très bonne qualité. Et il y en a, et on a accès à ces ressources-là. Oui. Et on vient avec un angle un peu différent. Aux États-Unis, c'est le MVP, ce qu'on appelle la philosophie générale, c'est le Minimum Viable Product, qui consiste à réaliser des services très étroits, très spécialistes. Et vous êtes sorti de ça. En Europe, on a une vision un peu plus large des choses. Ça démarre quand cette aventure de Wimi ? Alors, le service est disponible depuis moins d'1 an. Ouais. Et on a séduit aujourd'hui plus de 10 500 entreprises. Question peut-être Jean-Philippe Bosnet en 1 minute. Il nous reste à 1 minute, mais c'est un concurrent alors ou un confrère. Très bien, on s'enrichit. C'était un hasard total. Un hasard total, on l'a découvert tout à l'heure. Tout à fait. Bonjour Lionel. Bonjour. Votre plateforme, vous nous en avez parlé, vous pouvez nous en dire quelques mots. Elle est en France, elle est en étranger. Oui, une de nos forces, vous en êtes propriétaire. C'est d'être, on est absolument propriétaire de l'intégralité. Vous ferez vos deals en dehors de l'antenne. Je sens de l'échange de cartes de visite à venir. Oui. Et nous avons la chance d'être 100% français, autant sur le point de vue des développements qui ont été réalisés, mais surtout de l'hébergement. Nous sommes donc 100% français. Mon info, elle est chez moi en France. Elle est en France, elle est chez moi. C'est une des grandes inquiétudes, notamment avec tout ce qui s'est passé avec la NSA aux États-Unis, quand même. Ah ben ça c'est évident. L'enjeu sécurité effectivement et localisation des données devient de plus en plus importante sur ce marché. Oui, ça. Alors on est allé un petit peu plus loin avec Wimi, c'est-à-dire que c'est pas qu'une solution cloud. Les données sont également répliquées chez le client. Okay. Donc si le service tombe. Merci, ça s'appelle Wimi, WIMI.pro. Eh bien, écoutez, good luck, et on va bien sûr suivre cette belle aventure. Merci. Je me tourne maintenant vers notre experte en vente. Bonjour. Platine. Evelyne Platnik-Cohen, fondatrice de Booster Academy. Vous venez nous parler de la découverte des besoins du client. Oui, alors je pense que Jean-Philippe Bosnet connaît bien le sujet, parce que je crois que vous en avez des commerciaux, même beaucoup. Oui, près de 300. Et vous êtes bien d'accord que s'il y a un sujet récurrent quand on forme nos commerciaux, c'est bien la découverte des besoins du client. Ah bah c'est ce qu'on tente de faire dans notre académie, qui est une académie de formation et d'accompagnement de l'ensemble des collaborateurs, pas uniquement du commerce, bien évidemment de toutes les fonctions support de l'entreprise. Alors donc Philippe, imaginez juste, vous allez chez le médecin, oui. Vous lui annoncez « Docteur, je tousse, j'ai mal à la tête, je suis épuisé ». Le médecin acquiesce, il prend son stylo, il remplit une ordonnance en vous annonçant avec ce traitement de cheval, demain vous serez sur pied. Que se passe-t-il dans votre tête ? Il m'inquiète. Je me dis, mais est-ce que j'ai un truc de grave ? Alors, heureusement, oui, en effet, il est inquiétant, et prescrire sans ausculter relève d'une faute tellement grave que, normalement, ce genre de médecin n'existe pas.
Alors, une autre anecdote tout à fait réelle. Je rentre avec mon mari dans une agence immobilière, dans le quartier dans lequel je recherche, et je dis, voilà, je cherche un appartement à peu près 4 pièces. Et là, l'agent immobilier me regarde immédiatement droit dans les yeux, sûr de lui, en me disant, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Inquiétant, il n'écoute pas ce gars-là. Exactement, même erreur que le médecin au-dessus. Ça fait beaucoup rire Jean-Philippe Bosnet. Oui, parce que C'est du vécu. c'est du quotidien pour certains, malheureusement. Alors c'est un bel exemple d'une prescription sans auscultation. Inutile de vous préciser que ces propositions ne correspondaient en rien à nos attentes quand il nous a décrit cet appartement et que nous n'avons jamais fait affaire avec lui. Alors de quoi s'agit-il exactement en fait ? Alors, il s'agit d'identifier, de comprendre les enjeux, les besoins, les attentes, les problèmes de votre client, prendre son pouls, mesurer sa tension, faire exprimer les symptômes évidents, les symptômes cachés aussi, et mettre le doigt sur la vraie maladie. Et donc, vous êtes en train de me rappeler le un truc, vrai c'est remède. que chez IBM, la clé du succès et de la vente, c'était vendre, c'est se taire. eh ben, vous allez C'est un voir peu que ça, vendre, l'idée c'est totalement se taire et c'est également poser les bonnes questions. Alors racontez-nous. Alors, qu'est-ce qui se passe derrière ce moment de la phase de découverte qui, normalement, dans une vente aux entreprises, c'est à peu près 70% du temps que l'on va passer. Alors que, généralement, les vendeurs ont tendance à passer 70%. D'ailleurs, les vendeurs, les entrepreneurs, toute personne à vendre, 70% à raconter sa vie. Dans ces 70% du temps pendant lesquels vous allez vous intéresser à votre client, vous allez faire deux choses. Vous allez, nouer une notion de confiance, parce que à travers vos questions, à travers votre professionnalisme, votre diagnostic, la qualité de votre écoute, eh bien, vous allez vous positionner avec toute une valeur de conseil. Et puis, vous allez faire une proposition adaptée. Donc, vous n'allez plus traiter juste un petit symptôme superficiel, mais une vraie maladie. Et vous allez éviter les objections en fin de vente. Parce que c'est compliqué, parce que vous avez l'habitude de dire, je crois que la vente, c'est un concours et pas un examen. Ça fait une sacrée différence. On est en compète. On est en compète, ça fait une sacrée différence. Il s'agit pas d'être bon, il s'agit d'être le meilleur. Donc faire la meilleure proposition. Et vous savez qu'entre deux concurrents qui, à un moment donné, vont se battre pour la même affaire, ce qui fera la différence, c'est la capacité à avoir des informations plus stratégiques que celles de votre concurrent. Et donc pour avoir ces informations, il faut s'intéresser fondamentalement et poser les bonnes questions à son client. Sauf qu'on dit en France que la curiosité est un vilain défaut. Eh ben oui, on a été élevé comme ça pendant des années, on n'ose pas poser des questions. L'assertivité, vous savez, c'est ce fameux mot un peu barbare qui nous pousse pas toujours, enfin en tout cas on n'ose pas toujours aller jusqu'au bout de ces questions. Donc il va véritablement falloir s'intéresser véritablement au client et moi je vais vous proposer quelques règles d'or. Allez, il y en a Ça vous 4. va ? Il y en a 4 en 2 minutes. Alors, il y en a 4. Alors, la curiosité n'est en effet pas un vilain défaut. Donc, posez des questions. Intéressez-vous fondamentalement à votre client, ses enjeux, ses projets, ses contraintes, ses attentes, ses échéances, etc. On est souvent très content d'être face au client. On est très content, très satisfait. On se dit c'est déjà pas mal, on est là, donc on va peut-être pas poser trop de questions. Eh bien, c'est à ce moment-là. Qu'est-ce qui fera la différence entre des questions type comme celle-ci, qu'est-ce qui va faire la différence entre celui que vous allez prendre, le fournisseur que vous allez prendre, celui que vous n'allez pas prendre? Arnaud ? Et généralement, vous verrez déjà la relation client avancer pas à pas. L'effet est immédiat. Les gens adorent qu'on se préoccupe effectivement plus précisément de leur demande. C'est comme dans une relation amoureuse. Quand on s'intéresse à vous, c'est beaucoup mieux. Parle-moi de moi. Voilà. Jean-Philippe Bosnet rit. Je ris, mais pour rebondir sur ce qui a été dit par Adeline, effectivement, je pense que on parle de commerciaux, de vendeurs. Je pense qu'on apporte des solutions. Donc c'est bien évidemment se taire, c'était l'un des motifs d'IBM à une époque, mais très rapidement, c'est aussi d'écouter, c'est d'entendre, c'est de comprendre et c'est de proposer des solutions. Et souvent, c'est le client qui se vend à lui-même et qui achète la solution si on lui expose bien. Voilà, c'est les deux temps que je voudrais proposer et les conseils que, modestement, j'essaie d'apporter aux commerciaux quand je les rencontre. Exactement. Et c'est vrai que la partie questionnement, l'écoute derrière, la reformulation derrière, la capacité à s'intéresser fondamentalement à la personne et ne pas proposer ce que vous avez en tête, mais bien ce dont le client a besoin à un moment donné. Bien réutiliser le vocabulaire du client et pas celui qu'on vous a injecté à travers quelques PowerPoint, on vous a demandé d'apprendre par cœur vos argumentaires. Mais vraiment, j'insiste sur le fait, et si je dois finir, je sais pas combien de secondes il me reste. C'est allez, sur 1 minute et 3 secondes. 3 secondes. Alors, vraiment, ce que je voudrais, c'est revoir ensemble quelques questions clés. Vous savez, quand on est face à un client que vous voyez pour la première fois, qui a l'habitude de travailler avec un de vos concurrents, n'hésitez pas à poser pourquoi le client a accepté de vous recevoir aujourd'hui, par exemple. N'hésitez pas à faire parler du concurrent. Alors, évidemment, pas en disant qu'est-ce que vous lui reprochez, parce qu'on ne reproche jamais rien et il n'osera pas vous le dire, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous aviez une baguette magique,
numérique, qu'est-ce que vous changeriez aujourd'hui par rapport à ce que vous avez jusqu'à aujourd'hui? Allez jusqu'au bout. Il y a jamais de questions tabou. Je n'ai, de ma vie, et vous voyez bien par le ton de ma voix, ma ténacité, je n'ai jamais été renvoyée par un client en me disant, mais écoutez, franchement, vos questions sont totalement indiscrètes. Ça n'est jamais arrivé. Alors, allez jusqu'au bout. En effet, le silence est d'or, donc taisez-vous, écoutez jusqu'au bout la réponse. Pensez toujours à la dernière goutte, silence, dernière goutte. Prenez garde à vos interprétations, à vos a priori. Einstein disait qu'il est plus difficile de détruire un a priori qu'un atome. Et puis, écoutez, vous aviez raison, écoutez. Je crois que l'écoute, ça s'apprend. Et c'est la question, c'était le mot de la fin. Il est plus difficile sur le timer. Il est plus difficile de détruire un a priori qu'un atome. On la retiendra. Merci Evelyne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle chronique et on marque une dernière pause. Et juste après la pause, l'homme qui conquiert l'Amérique avec sa tablette Cook, Jean-Yves Epp, le fondateur de Cook qui a séduit Oprah Winfrey. Restez avec nous sur BFM Business. À tout de suite. L'entreprise BFM avec Les Échos, l'émission business qui donne envie d'entreprendre. Philippe Bloch, Arnaud Legal sur BFM Business. Dernière partie d'émission avec l'un de nos entrepreneurs chroniqueurs qui cartonne, qu'on a vu partout récemment dans la presse US, la presse française. Jean-Yves Epp, fondateur de Cook. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Philippe. Quel carton depuis que Oprah Winfrey a dit que c'était un produit formidable. Ah bah c'est un peu magique. Submergé. Et submergé de partout. Jamais vu ça, tous les médias. De ma vie, j'ai jamais vu ça. Pourtant, ça fait longtemps que je pratique les médias, mais alors là, ça comme un Premier ministre qui annonce un remaniement. Tout le monde était là. Ça a été chaud. Avec le sourire. Ça a été chaud. Oui, il y avait le sourire. On a essayé, mais c'est une belle aventure. Donc. Qu'est-ce qui s'est passé en 2 mots, donc? Il s'est passé que Oprah Winfrey nous a choisi comme ses meilleurs produits de l'année. Ouais. Donc, elle a sa liste qu'elle publie chaque année sur le web. Ouais. Puis après, dans son magazine, qui est quand même tiré à 4 millions d'exemplaires. Bien sûr, oui. Et puis c'est parti par un tweet qui a été repris par Arnaud Montebourg. Et ça, puis ça s'est. Vous pouvez pas rater ce coup là. Voilà, c'est parti sur Twitter à toute vitesse. Et puis ça a commencé par un appel très tôt le matin. Je me rendais chez Stéphane Soumier à l'étage d'en dessous. Oui. C'était RTL qui m'appelait à 6h30 du matin pour faire une interview. Oui. Et alors là, j'ai passé la journée la plus dingue en de ma 24 vie. heures, toutes les médias. Ah mais tout. C'est-à-dire celui qui a allumé sa télé pour me rater, c'était difficile. Ah oui, on vous croisait dans la rue, c'est lui, Jean-Yves Epp, le fondateur de Cook. C'était assez dingue. Et puis dans le même temps, il se passait, alors pas exactement la même chose aux États-Unis, mais beaucoup de retombées aussi aux États-Unis. Parce que alors aux États-Unis, c'est vendu dans une grande chaîne, voilà, notamment qui s'appelle Sur la table. Voilà. Est-ce que les ventes explosent aux États-Unis et est-ce que ça a eu un impact en France? Alors on va commencer par les États-Unis. On n'a pas encore tous les chiffres. Ce qu'on sait, c'est que Sur la table vend notamment via Amazon et qu'ils ont déjà épuisé toutes les couleurs. Il doit leur rester 2 couleurs, donc le rouge qui est la couleur vedette, phare. La couleur phare initiale. Heureusement, il leur en reste, mais toutes les autres couleurs, ils les ont toutes vendues, dont la fameuse tablette verte qu'on a faite pour elle. Parce que le vert est sa couleur favorite. Voilà, Apple Green. C'est il sait séduire les femmes américaines. Voilà, il leur fait des tablettes à la couleur qu'elles aiment. et donc non, ils sont très contents. Pour eux, c'est le rêve, c'est-à-dire que on a commencé notre collaboration le samedi et le mercredi, elle annonçait que c'était un objet fantastique et que c'était le produit qu'elle recommandait. Donc ça, aux États-Unis, ça démarre plutôt vite, plutôt bien. Et alors en France, le retentissement a été dingue puisque nous on a dû fermer notre store sur internet parce qu'on n'en avait plus. Amazon a fermé son store. C'est dommage ça en ce moment. Oui, c'est vraiment dommage. Et on a dû réapprovisionner la Fnac comme on pouvait et à chaque fois qu'on les livrait, c'était vidé. Voilà. Donc on leur fait la dernière livraison cette semaine. Ouais. Et après on peut plus livrer. C'est pas possible. Pour les fêtes, c'est pas possible. On arrête de vous recevoir si c'est ça. On arrête. Il faut trouver une solution. Non, mais comme dans la pub, là, vous savez. Au sens, ici, c'est possible. Mais oui, c'est un truc à se suicider, ça. C'est très dur. Avant Noël. C'est très dur. Mais on peut pas imaginer ce qu'est l'impact d'Oprah Winfrey en France, en fait. Et puis surtout de votre présence médiatique partout aussi, un peu quand même. Non, voilà. C'était difficile à prévoir. Et voilà. Donc après, on est dans l'électronique. On fabrique pas une tablette en 3 jours. Il faut approvisionner des composants. Ça prend du temps. Donc on va faire des listes d'attente. On va demander aux gens de réserver. Comment on gère ça? Tiens, c'est intéressant. Comment un entrepreneur gère une telle euphorie et du coup une telle frustration? On a la chance d'être brick and mortar et virtuel, c'est-à-dire que les gens peuvent aussi accéder sur internet sur leur iPad. Contenu. Voilà, donc c'est agaçant. Sur leur iPad, c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui utilisent Cook aussi sur leur iPad. Oui, parce qu'il veut dire que vous êtes aussi producteur de contenu.
on produit tous les contenus culinaires. Voilà. Aujourd'hui, on a produit plus de 4500 recettes. Il y a plus de 125 chefs en vidéo qui vous apprennent à cuisiner. Et donc, on a accès à ce contenu aussi sur le online, sur cook.com. Et on peut effectivement, dès lors qu'on s'inscrit au contenu, on peut l'utiliser. Voilà. Donc, on va gérer la montée en puissance en permettant aux gens d'aller cuisiner depuis leur ordinateur, en espérant qu'ils n'abîment pas le clavier en amenant dans la cuisine leur ordinateur. Mais très vite, ils répareront en mettant une tablette. Ça veut dire qu'on va retrouver quand des tablettes Cook sur le marché? Parce que les Américains vont pas beaucoup aimer l'histoire de alors eux, ils sont pas encore en rupture parce que ils sont aussi français. Ils sont un peu responsables de ce qui arrive en France, c'est qu'ils nous en ont demandé beaucoup. Oui. Donc il a fallu les livrer. Oui. Donc on fait tout pour être prêt fin de premier trimestre, quoi. Donc ça prend du temps. Ouais. Ah, je détesterais ça. Oui, moi aussi. 5 mois. 5 mois. Non, pas 5, 4. Ah, quelle horreur. Alors, heureusement, vous avez d'autres projets. Notamment le cloud. Alors, c'était totalement involontaire. Totalement. C'est la journée cloud. Ça prouve que c'est l'heure du temps. Ça prouve. Jean-Philippe Bosnet, on a encore un acteur du cloud qui vient d'arriver. Alors nous, on n'est pas du tout un acteur du cloud. Vous savez qu'une autre de nos activités, c'est de travailler au numérique éducatif. Oui. Donc, la tablette pour l'éducation nationale. On a une tablette pour l'éducation nationale qui est en test auprès de 8500 enfants en Saône-et-Loire. Oui. Et donc aujourd'hui, on est vraiment en train de construire notre offre en faisant des partenariats dans cet écosystème. Il y a 3 grandes composantes dans l'écosystème numérique de l'école. Il y a les producteurs de contenu, il y a les fabricants de terminaux, et puis il y a tout ce qui est infrastructure et cloud. Aujourd'hui, on avait déjà un premier partenariat avec les contenus avec Editis, donc Nathan, Bordas, Le Robert. On regarde aussi d'autres qui sont intéressés à rejoindre cette offre française. Et puis il nous fallait, parce que c'était important, construire un cloud sécurisé pour toutes les données qui concernent les enfants. Et moi, je revendique depuis longtemps cette souveraineté numérique française et l'importance d'avoir la main sur les données et en particulier les données des enfants. Et vous avez passé un deal avec un gros acteur qui est Atos. Voilà, donc on a passé un deal avec Atos Worldline et donc aujourd'hui, on va construire cette alternative aux Big Four américains et permettre. Big Four américains sur ce sujet. On les connaît. Amazon, Google, voilà, Amazon, Apple. D'accord. Ouais. Voilà, et donc l'idée, c'est de permettre aux grands donneurs d'ordre d'avoir quelques garanties sur le stockage des données, sur les DRM des éditeurs. C'est de faire en sorte que quelque part tout ce qui va être le numérique à l'école soit business safe, c'est-à-dire que les enfants soient pas soumis à un univers publicitaire qu'ils souhaiteraient pas. Mais qui va vendre ce cloud? C'est Cook qui va vendre ce cloud? Alors on va vendre une solution globale, c'est-à-dire que l'idée c'est de proposer un ensemble qui consiste à pas seulement envoyer des boîtes dans les écoles en disant aux profs adaptez-vous aux boîtes, mais de construire un écosystème où ils retrouvent leurs petits, c'est-à-dire où les profs vont retrouver leur façon d'éduquer et auront comment dirais-je tous les éléments de réassurance par rapport à leur montée dans le numérique. C'est prévu pour quand cette solution? Alors, on l'a construit au fur et à mesure. Vous savez, l'avantage du numérique, c'est que vous pouvez construire brique par brique. Donc, on commence à brancher déjà quelques tuyaux. Oui. Et puis, pour moi, c'était important d'avoir un tiers de confiance qui ne soit pas moi, qui gère ces données. C'est-à-dire que je peux pas à un moment prôner certaines choses et puis pas me les appliquer. Atos Worldline, c'est des gens qui gèrent notamment des données ultra confidentielles des pouvoirs publics. Quelque part, en m'en remettant à eux, je garantis au pouvoir public que je ne ferai pas mauvais usage de ces informations. Jusqu'où va-t-il s'arrêter, Jean-Yves Arnaud Le Gall. Ce qui est singulier, c'est que c'est vous, l'indépendant, en fin de compte, la PME, ETI en puissance, qui soyez moteur, en fin de compte, dans cet apport de solutions, et que les majors, effectivement, de l'univers high-tech, on parle d'Atos quand même, c'est pas n'importe quoi, soient juste le tiers de confiance. Comment est-ce qu'on arrive à ce genre de situation? Alors, je pense que c'est une nouvelle façon de faire du business, c'est-à-dire que les Allemands font ça très bien, encourager la coopétition. C'est-à-dire que moi, j'allais pas reconstruire une offre de cloud. Il y a quelques acteurs en France. J'allais pas le refaire moi-même. Il y a des acteurs très bons dans l'édition de contenu. J'allais pas le refaire moi-même. Donc j'essaye de fédérer des gros. Et je pense que le fait d'être petit donne cette agilité, cette rapidité. Et après, il s'agit de les convaincre dans notre capacité à délivrer. Et c'est ça qu'on a réussi à faire et avec Editis et avec Atos Worldline. On est un peu leur labo qui permet d'aller vite et d'offrir des solutions alternatives à cette toute-puissance américaine qui ne pourrait pas faire seule. Allez, dernière question de Jean-Philippe Bosnet. Jean-Yves, bonjour. Moi, je retiens 2 choses quand même. Une très belle histoire, c'est-à-dire une entreprise française qui va conquérir le marché international et plus particulièrement américain.
très positif à l'heure de l'amorosité. Et puis, je suis assez admiratif parce que, évidemment, sortir un applicatif pour nos enfants dans les écoles, là, véritablement, on avait peut-être un petit peu de retard que vous allez très certainement essayer de rattraper par cette interactivité et de nos enfants qui sont déjà à fond, à 200%, je dirais, dans le net et dans tous les outils de communication qui existent. Une question. Merci Jean-Yves. Merci Jean-Yves de ce travail. Et puis, ce matin, vous avez prouvé qu'il était difficile de prévoir. Et bien évidemment, mais vous allez tout faire pour servir l'ensemble de vos clients et vous adapter au succès que vous connaissez. Oui, parce que je suis désespéré, moi, de cette histoire de rupture de stock. Au-delà de l'expérience en Saône-et-Loire, les clients, la clientèle potentielle, vous la voyez où? Établissement privé, des possibilités ensuite à des niveaux de rectorat, d'inspection académique? Réponse à 30 secondes. Public, privé, pour nous, on veut aller vraiment de l'école primaire jusqu'à l'université. L'idée, c'est vraiment d'offrir des solutions intégrées à tous les publics. Donc, les donneurs d'offres peuvent être des mairies, des conseils généraux, des conseils régionaux, mais aussi des écoles privées et pourquoi pas demain les enfants, les étudiants eux-mêmes avec des solutions, encore une fois, business safe. Les rôles clés des collectivités territoriales de toute évidence. C'est fondamental qu'ils comprennent le discours sur cette souveraineté numérique. Merci Jean-Yves Epp. Promettez-moi de produire davantage de tablettes dans les mois à venir. Oui, il est pas content. Je ne vis pas cette frustration qui m'énerve. Je vais finir l'émission énervé. En tout cas, merci de nous avoir rejoints. Bravo pour cette belle aventure franco-américaine. Merci Jean-Philippe Bosnet de nous avoir mieux fait connaître Paritel. C'est la fin de cette édition de l'entreprise BFM. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. À très vite sur BFM Business. Ciao.